Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Moodle, j'ai rajouté les liens vers le cloud pour les séances, les enregistrements vidéo. Donc, il manque juste le TP2, je crois. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas enregistré, mais sinon, tout le reste est là. Donc, il ne devrait pas avoir besoin de mot de passe. J'ai enlevé le mot de passe, donc juste cliquer sur le lien, il devrait fonctionner. Donc, c'est dans Moodle, dans l'onglet avec le lien justement pour assister aux séances Zoom. Okay. Monsieur, ça demande Ouais. un mot de passe. Ah ouais, ça demande un mot de passe. Bon. Ouais. Pour toutes les. Attends, pas assez. Pour toutes les vidéos ou... TP1, oui. Le cours 1, non. Le cours 2, oui. Puis le cours 3 aussi. OK, ben peux-tu juste m'écrire ça dans le chat? Je regarderai ça à la pause. J'irai désactiver le mot de passe. Je m'en ferai une note. Je ferai pas ça. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de pause, c'est un TP. Je ferai ça après le TP d'abord. Pour pas trop perdre de temps là-dessus. Ben, je me fais une note ici, cours à distance. OK. Good. La note. Excellent. Donc, je partage mon écran, TP3. Donc, pas de questions sur le cours de jeudi dernier, c'est bien ça? Tout était clair? Oui, monsieur. OK. Excellent. Donc, je partage mon écran. Vous avez les énoncés sur le Moodle. Voilà. Donc, on va avoir le temps de faire, je pense bien, 2-3 exercices. Donc, on va commencer avec le 4.1. Donc, 4.1, donc je voulais l'énoncer. Donc, on considère un compresseur centrifuge avec les conditions d'entrée de l'écoulement suivantes. T01 est égal à 260 Kelvin, P01 60 kPa. Ici, on dit que l'écoulement est purement axial, hein, c'est ce que ça dit quand on dit V1 est égal à VA1, 180 mètres par seconde. Les conditions de sortie du rotor sont telles que la vitesse radiale, VM2, est égale à la vitesse en A. Donc, ça, c'est un choix. C'est pas forcément toujours vrai. Hein, c'est pas, ça dépend toujours de la section de l'entrée, de la section de sortie. Mais là, ici, on s'organise pour que ça soit sensiblement la même vitesse. Donc, de 180 mètres par seconde. La vitesse de rotation en U2 est de 540 mètres par seconde. L'angle de pale, donc bêta, c'est l'angle de pale, hein, c'est l'angle métallique. À la sortie du rotor qui est intégré. Donc, comme c'est positif, ça veut dire que c'est une inclinaison vers l'arrière. L'écoulement relatif au point 2, 30 degrés, l'angle d'écoulement. Donc, on sait que le compresseur est conçu pour des conditions d'opération suivantes, donc avec un rendement de 0,78, un débit de 3 kg seconde, les CP qu'on utilise, 1003 joules kg Kelvin. Le ratio des CP-CV est égal à 1,4. Donc, on demande quelques questions. Donc, vitesse tangentielle effective. Donc, effective, c'est actuel. Donc, on avait vu qu'il y avait la vitesse idéale là, quand il n'y a pas de glissement. Donc, autrement dit, quand il n'y a pas de glissement, ça veut dire qu'on suppose que le fluide sort à la même angle que bêta 2, qui est l'angle de métal. Nous, on sait qu'il y avait des effets de glissement qui étaient essentiellement dus à la force de Coriolis, entre autres. Et d'autres facteurs qui venaient faire varier la vitesse du fluide à la sortie du rotor. Donc, c'est ce qu'on dit quand on parle de la vitesse effective, qu'on identifie avec l'indice actuel, donc VU actuel. Donc, ça veut dire qu'on utilise alpha R2 ici pour le calcul des vitesses actuelles. Donc, après ça, avec les deux, on peut calculer le facteur de glissement, température de finition des 0,2 et puissance requise pour entraîner le compresseur. OK, donc on commence ici. Donc, on a
va avoir numéro 4.1. Donc, essentiellement, on a T01 qui est égal à 260 Kelvin. On a P01. Donc, ici, la station 1 fait vraiment référence à l'entrée du compresseur. La station 2 fait référence à la sortie du compresseur. On va faire évidemment un schéma pour montrer tout ça. V1 qui est égal à VA1 qui est égal à 180 mètres par seconde. Donc là, ici, on va représenter de façon schématique juste le rotor. Juste le rotor. Donc, on a notre ligne de symétrie essentiellement comme ça ici. Donc, on a l'entrée, donc la station 1. On a le rotor qui apparaît un peu comme ça ici. On va le mettre comme ça ici, à peu près, ouais, comme ça, et à peu près comme ça. Donc, le fluide va rentrer essentiellement axialement, comme ça ici, et il va sortir radialement. Donc là, ici, ça ne tient pas compte du diffuseur. Hein. C'est sûr que le diffuseur va réorienter le fluide. Donc, de 2 à 3, il y aurait un diffuseur qui va réorienter le fluide pour le remettre axial. Mais là, ici, ça, c'est pas le but de la question. On met l'emphase sur le rotor. Donc, ça ici, c'est notre station 1. Et ça ici, c'est la station 2. Donc, vous comprenez que c'est axis symétrique. Donc, la station 2, hein, c'est tout le pourtour. Donc, il n'y a pas deux stations 2. Hein, le fluide sort radialement sur une pièce qui fait 360 degrés sur l'axe de rotation que j'ai dessiné ici. Donc, les conditions de sortie, on les a. Donc, on a dit, oups, ça c'est un V. VM2. Donc, vitesse radiale à la sortie, on a dit que c'était égal à VA1 et que ça, c'est égal à 180 mètres par seconde. On a aussi dit que la vitesse de rotation, ça, c'est un U. Donc, c'est le U 540 mètres par seconde. L'angle de métal, bêta 2, ou l'angle de pale, c'est la même chose, 15 degrés. Et alpha relatif de l'écoulement relatif à la sortie en 2, 30 degrés. Voilà. Quelques données sur la plage d'opération. Donc, on avait dit qu'à ce point-là ici, le rendement du compresseur est de 0,78. Le débit massique est égal à 3 kg seconde. Et CP, le ratio CP, on avait dit 1003 joules kilogramme Kelvin. Et gamma, ça c'est égal à 1,4, qui est le ratio CP-CB. OK. Donc, on commence en A. Donc, en A, on nous demandait la vitesse actuelle, donc la vitesse tangente effective, donc c'est VU2 actuel, de l'air à la sortie du rotor. Donc, ça, ici, on avait déjà une équation déjà toute préfabriquée qu'on avait obtenue à partir du triangle de vitesse. Donc, VU2 actuel, donc c'est égal à U2. Donc, encore une fois, faites-moi signe hein, si mes U ressemblent à des V. Là. Donc, ça, c'est vraiment VU2 qui est égal à U2 moins VRM2, comme ça ici, tangente de alpha R2. Alpha R2, comme ça ici. Donc, vous voyez qu'on prend l'écoulement, l'angle d'écoulement pour déterminer la composante des vitesses actuelles. OK, donc à titre de référence, on va avoir à l'utiliser plus tard, mais on a aussi VU2 idéal, VU2 idéal, qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire U2 moins VRM2
RM2 tangente de bêta 2. Donc, vous voyez qu'idéalement, le fluide sortirait avec un angle bêta 2 qui est l'angle de pâle. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'effet le principal cause, c'était la force de Coriolis, mais il y avait aussi d'autres effets, là, comme les effets de sillage sur les pales. Donc, idéalement, le fluide sortirait avec un angle bêta 2, mais en pratique, on sait que le fluide va sortir avec un angle alpha R2 et qu'il y a un écart entre les deux. Donc, nous, la question A fait référence au cas actuel. Donc, on connaît ça ici. Donc, U2, on a déjà dit que c'était 540. VR M2, ça ici, on avait déjà dit que le fluide sortait radialement avec une vitesse de 180. Quoi d'autre? VRM2. Après ça, on avait tangente, l'angle est donné directement. Donc, l'angle alpha R2. Donc, ici, alpha R2 va être égal à 30 degrés. On nous l'avait donné dans l'énoncé, il me semble. Ouais, alpha R2, 30 degrés comme ça ici. Donc, ici, on peut évaluer. Donc, on évalue ça ici. Donc, ça donne 436,08 mètres par seconde. Pascal, une petite question. Ouais. Dans un certain cas, il peut y arriver qu'on ait VRM2 différent de VM2. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que VRM2 serait différent de V... Donc, la question, on va même l'écrire ici parce que c'est important. C'est bien. Donc, VM2, est-ce que c'est toujours égal à VRM2? Donc, ça, c'est la vitesse absolue. Ça, c'est la vitesse relative. Donc, le lien entre les deux, c'est la vitesse du référentiel. Donc, on avait dit que de façon vectorielle, on a la vitesse absolue qui est égale à la rotation U plus ce qu'on a appelé VR, qui est notre vecteur vitesse relative. On est d'accord avec ça? Et donc, le U ici de rotation a une seule composante, qui est une composante tangentielle. Donc, il n'y a aucune composante axiale. Donc, aucune composante axiale et aucune composante radiale. Donc, ça veut dire qu'au point 2, ici, au point 2, U va uniquement influencer la composante VU. Donc, VU va être différent de VRU2. On va l'écrire. Donc, VU2 va être différent de VRU2. Mais, par exemple, pour les autres composantes, donc, pour ce qui est de la composante axiale, les deux vont être la même chose. Non seulement ils vont être la même chose, mais ils vont être égales à 0. Donc, VA2 va être égal à VRA2 qui va être égal à 0. Il n'y aura jamais de vitesse axiale ici à la sortie. Le fluide est purement dans le plan. Ça, c'est un écoulement qui va être dans le plan radial et tangentiel. Et après ça, donc, on va avoir VM2 qui va être égal à VRM2. Et ça, ici, ça va être différent de 0. Donc, oui, VM2 va toujours être égal à VRM2 pour la simple et bonne raison que U, notre référentiel, a une vitesse purement tangentielle. Donc, il n'a pas de vitesse radiale. OK. Donc, comme la rotation ici n'a aucune vitesse radiale, donc la rotation donne de la vitesse tangentielle, ne donne pas de la vitesse radiale, ne donne pas de la vitesse axiale. Donc, la rotation donne uniquement de la vitesse tangentielle.
Donc, ça ici, c'est une conséquence directe pour les compresseurs centrifuges. Là, ici. OK. Donc, maintenant, B. Donc, en B, on demande le facteur de glissement, sigma. Donc, ici, le facteur de glissement sigma, comme ça ici. Donc, on sait que c'est VU, comme ça ici, en 2, actuel sur VU2, idéal. Idéal. Et donc là, ici, notre VU2 idéal, donc je vous ai donné l'équation ici. Donc, notre VU2 idéal, donc, reste à déterminer, donc VU2, idéal. Donc, ça ici, ça va être égal à U2 moins VRM2 tangente bêta 2. Et en fait, on a déjà tout pour calculer parce que la seule chose qui est différente, c'est l'angle de pâle qu'on a également. Donc, 540, c'est égal à 540 moins 180 tangente de, et ça c'était 15 degrés, comme ça ici. Et donc ça ici, ça va nous donner 491,77 mètres par seconde, comme c'est ici. Et par conséquent, on peut remettre ça dans notre équation de sigma ici. Donc, V2 actuel, on l'a calculé précédemment. Donc, ça fait 436,08 divisé par 491,77. Et ça donne 0,887. Comme ça ici. Très bien. OK. Donc, ça, c'était pour le B. Donc, c'est température de stagnation à la sortie. Donc, notre T02. Donc, T02, on s'intéresse à T02. Donc, T02 ici, donc on peut regarder, on sait c'est quoi. Donc, la façon d'aborder ce problème-là ici, c'est donc, il faut toujours raisonner en termes d'énergie. Donc, on est dans un rotor. Donc, la différence de température de stagnation entre l'entrée et la sortie d'un rotor va toujours être liée à l'énergie ou à la puissance, de façon terme plus exact, à la puissance du rotor. Donc, on a déjà la température de stagnation en 1 et on a l'information nécessaire pour déterminer c'était quoi le travail qui a été fait dans le rotor. Donc, ça nous prend U2 et VU2 actuel. Et donc, on a déjà tout pour faire ce calcul-là. Donc, encore une fois, ça va être assez direct. Donc, on a notre équation générale. Ben, en fait, l'équation générale, c'est l'équation comme on l'avait vu ici en classe. Donc, U2 qui multiplie VU2 actuel divisé par CP T01. Et donc, c'est ici pour mettre en évidence T2. Donc, ça nous donne T01 plus U2 qui multiplie VU2 actuel, comme ça ici, divisé par CP. Et donc, ça, on a déjà toute l'information ici. Et après ça, on peut passer à l'évaluation numérique. Comme ça ici. Donc, T01, c'est 260, plus U2, 540,
multiplié par VU2 qui est 436. 436 divisé par CP qui est 1003. Voilà. Et donc, ça ici, ça va nous donner une température de 494,8 Kelvin. Voilà, comme ça ici. Hop. Voilà. Très bien. Et après ça, on nous demande de calculer la puissance. Si je me souviens bien, voilà, la puissance requise pour entraîner le compresseur. Donc, en D, donc la puissance, donc ce que je vais utiliser ici, un P un peu plus curviligne, là, donc pour faire la différence avec la pression. Donc, c'est toujours un travail par unité de temps. Donc, il faut introduire le débit massique multiplié par la variation d'enthalpie de stagnation 0,2 moins 0,1, comme ça ici. Comme on a des CP constants, on peut convertir nos enthalpies en température de stagnation, comme ça. Et ça va nous donner débit multiplié par CP T02 moins T01, comme ça ici. Et donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire nos calculs. Donc ça, c'était 3 kg seconde multiplié par 1003, qui multiplie la différence entre 494,8 moins 260, comme ça ici. Donc, évidemment, hein, c'est une façon de... Durant que vous avez une température de stagnation qui est plus basse à la sortie du rotor qu'à l'entrée, ça devrait être indicateur d'une erreur de calcul. Là, Donc, les vitesses tangentielles devraient être plus élevées à la sortie. Les températures de stagnation devraient être plus élevées. Et les pressions aussi devraient être plus élevées. Le but du compresseur, c'est de comprimer. Donc, il y a toujours des petits checks comme ça qu'on peut faire de façon assez rapide pour voir si on est dans la bonne direction ou pas. Là. Donc, ici, ça va nous donner 705,7 kilowatts. Voilà. Parfait. OK. Donc, ça ici, c'était quand même une application de formule directement. Donc, ça, c'était pour le 4.1. Donc, on va en faire un peu similaire. Ici, similaire avec 4.2. Voilà. OK. Donc, 4.2. Donc, un compresseur centrifuge a une vitesse tangentielle en bout d'aube de U2 égale 366 mètres par seconde avec un angle de sortie de 30 degrés et une vitesse radiale de sortie de 125 mètres par seconde. À l'entrée du compresseur, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Donc, on vous donne un rappel ici comment calculer la vitesse du son. On note ici hein, que c'est basé sur la température de stagnation. Donc, ce n'est pas A1 qu'on donne, c'est bien A01. Donc, en faisant l'hypothèse que l'entrée au compresseur est purement axiale. Donc, ça ici, juste une parenthèse, là, en TP, je suis gentil avec vous, là, je vous dis que quand c'est purement axial, on précise que VU1 est égal à 0, mais ça, c'est le genre de détail que vous devez déduire par vous-même. Hein. Donc, dans un examen, je parle. Donc, l'angle de glissement à la sortie du rotor, donc c'est la différence entre l'actuel et le réel. L'actuel et l'idéal. Donc, 6 degrés. Donc, on demande alors de calculer le glissement, le travail spécifique au rotor, le rapport de température de stagnation, donc T03, T01, et le nombre d'ailettes que possède le rotor. Donc, ici, on utilise sensiblement les mêmes propriétés pour l'air. Petite variation, simplement. OK. Donc, à partir de ça ici, on commence un nouveau 4.2, comme ça ici. Donc, on a U2. Donc, on a U2 qui est égal à 366 mètres par seconde. Après ça, on a VM2, donc la vitesse radiale qui est égale à 125.
mètres par seconde. La vitesse du son basée sur la température de stagnation, 340 mètres par seconde. VU1 de U1. VU1 qui est égal à 0 mètres par seconde. Voilà. On nous dit que bêta 2 est égal à 30 degrés. Alpha R2 est égal à 36. Donc, ça ici, j'ai déduit parce qu'on nous avait dit qu'un moins l'autre était de 6. Donc, vous pouvez déduire le alpha. En fait, on nous avait dit ici dans l'énoncé. Comme ça, on nous avait dit que alpha R2 moins bêta 2 est égal à 6 degrés. Exact. Et on nous a dit qu'on a un CP de 1004 kilojoules. Non, c'est pas des kilojoules, c'est des joules. Joules. Kilogramme Kelvin. R 287. Encore une fois, ça c'est des joules kilogramme Kelvin. Et dernier paramètre, gamma qui est égal à 1.4. Et ici, encore une fois, je le note, VRM, donc VRM qui est égal à VM2. Oups. VRM2 qui est égal à VM2, comme ça ici. Donc ça, c'est la mise en situation. Voyons. Voilà, comme ça. Donc, le A, ça ressemble un peu à ce qu'on avait déjà fait avant. Donc, on demande de calculer, il faut calculer, on va commencer comme ça ici. Donc, le ratio pour avoir le facteur de glissement, donc c'est VU actuel divisé par VU idéal. Comme c'est ici. Donc, on n'a pas encore ces vitesses-là, mais on sait que ça se calcule VU actuel. J'ai oublié de mettre les deux ici. Donc, VU2 actuel. Donc, ça ici, ça va nous donner notre vitesse de rotor U2, comme ça ici, moins VRM2, VRM2, tangente. Ça, c'est actuel, donc ça va être alpha R2. Donc, ça ici, on peut tout de suite évaluer. Donc, ça va donner 366. 366 moins VR M2 qui est 125. Tangente de cet angle-là qui est de 36 degrés. 36 degrés. Et donc, ça ici, ça va nous donner 275,2. 275,2 mètres par seconde. Donc, ça, c'est un résultat intermédiaire. Après ça, on fait la même chose pour idéal. VU2 idéal. Donc, VU2 idéal, ça va être en fait la même équation, sauf que l'angle va être bêta 2. Bêta 2, comme c'est ici. Et donc, ça ici, ça fait encore 366 moins 125 qui multiplie tangente de bêta 2 et bêta 2, on avait dit que c'était 30 degrés. 30 degrés. Et donc, ça nous donne 293,8. 293,8 mètres par seconde. Donc, maintenant, on peut faire notre ratio. Donc, notre sigma. Donc, vitesse actuelle, 275. Oups.
275,2 divisé par 293,8. Donc, c'est un ratio. Ça nous donne une valeur adimensionnelle de 0,93. On va arrondir à 3 chiffres significatifs. Voilà, donc ça c'est pour le glissement. Donc, réponse en A. OK, maintenant B. En B, on nous demande le travail spécifique du rotor. Donc, quand on dit spécifique, c'est par unité de masse. Donc, travail spécifique par unité de masse. Donc, ça ici, c'est petit w. Donc, W va être égal. Donc, c'est la variation de quantité de mouvement angulaire entre la sortie et l'entrée. Donc, quantité de mouvement angulaire à la sortie, ça va être VU2 actuel. VU2 actuel multiplié par U2 moins, ici, ça va être VU1 actuel multiplié par U1, comme ça ici. Oups, j'ai écrit un peu croche, mais peu importe. On a dit que l'écoulement l'écoulement à l'entrée était purement axial. Donc, VU1 va être égal à 0. Donc, si le fluide est purement axial, à ce moment-là, ça revient à faire le calcul de quantité de mouvement angulaire à la sortie. Donc, ici, on va avoir 275 qui multiplie 366 moins 0. Donc, ça ici, ça va nous donner 100,7 kJ par kilogramme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, une question. Oui. La formule du travail spécifique, là, c'est dans le cours où vous avez déduit ça? J'ai pas compris le début de ta question. De quelle formule exactement parlais-tu? La formule du travail spécifique que vous avez utilisée à la question B, là. Non, il me semble que ça, on en avait parlé. En fait, le travail, c'est toujours une variation de quantité de mouvement. Donc, par unité de masse. Donc, ici, là, je pense qu'on l'avait introduit avant, peut-être qu'elle est dans les notes de cours, elle est plutôt sur la forme, parce qu'on n'avait pas encore introduit le concept de vitesse actuelle versus vitesse idéale. Donc, dans les notes de cours, probablement que vous la voyez là, sous la forme ici là, de V2, U2 moins VU plutôt, hein, faut préciser VU. VU2, U2, ça c'est un U, moins VU1, U1, comme ça ici. Là. Oui, tout à fait, oui. OK. Parce que je cherchais, j'ai regardé et puis je ne voyais pas, donc il me disait que... Ouais, c'est ça. Ouais. OK, donc ça c'était pour le B. Donc maintenant en C. Maintenant en C, on demande le ratio de température et de masse. Le rapport de température de signalisation de l'étage complet du compresseur T03 sur T01. Donc, comme on parle de l'étage, on ne parle pas du rotor. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas T02 sur T01, on veut T03 sur T01. Donc, comment on fait pour surmonter cette difficulté? T03 égale T02. Excellent. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une tuvière. Tuvière ou... À la fin, c'est... Qu'est-ce qu'on a encore? C'est un diffuseur.
C'est un diffuseur, ouais. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, les températures de stagnation restent constantes. Excellent. Donc, on est dans un diffuseur. Le diffuseur ne fait pas de travail. On suppose qu'on est toujours adiabatique. Même, on ne précise même pas qu'on est adiabatique. Là, on le dit toujours qu'on est adiabatique. Là, donc, pas besoin de leur préciser à chaque fois qu'on fait un exercice. On va toujours être adiabatique. Par contre, est-ce qu'il y a du travail ou pas, ça, il faut le préciser. Donc, ici, on sait qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Donc, ça, c'est important. Et donc, maintenant, T03 sur T02. Oups, T01 plutôt. Voilà. Donc, ça, c'est égal à T02 sur T01. Quand T03 est égal à T02. Donc, ça, c'est quand même important de bien le marquer. Là, je fais encore un commentaire ici plus pour l'examen. Moi, à l'examen, je cherche juste à vous donner des points. Donc, si c'est très évident pour vous, mais vous ne le mettez pas, mais que vous faites un erreur de calcul et puis qu'après ça, vous perdez un peu dans votre démarche, ça devient extrêmement utile pour moi de voir si vous avez bien compris les concepts plus fondamentaux, là, comme est-ce que T02 est égal à T03. Donc, toujours marquer ces petites relations-là, ces observations-là quand vous faites un exercice. Moi, je cherche juste des excuses pour vous donner des points, pas pour vous en enlever. Donc, plus vous mettez d'informations, mieux que c'est. Puis, je peux comprendre qu'il y a des fois, avec l'examen, vous avez moins de temps, là, mais ça prend 5 secondes d'écrire ça. Et aussi, vous voyez que quand je fais mes exercices, j'écris toujours l'équation sans les valeurs numériques, puis après ça, je fais l'évaluation numérique. Donc, je sais que pour certains, c'est évident, puis peut-être que vous vous demandez pourquoi je précise ça, mais croyez-moi, quand moi, je corrige puis que je vois juste des valeurs numériques, je ne vais pas faire un reverse engineering de votre démarche pour essayer de savoir elle est où votre erreur. Si vous faites juste des valeurs numériques puis que vous avez la bonne réponse puis que je suis capable de suivre votre démarche, tant mieux. Mais si vous voulez courir le risque, c'est à vos risques et périls. Donc, continuons ici. Donc, ce qui va m'intéresser ici, donc on a notre équation. On va reprendre un peu la même équation qu'on avait tantôt. Donc, ce qui nous amène à T03. Donc, on va commencer avec notre vitesse du son. On connaît la vitesse du son, on va en extraire le T01. Donc, on avait A01 qui est égal à gamma RT01, comme ça ici. Et donc, à partir de cette information-là, on peut extraire notre T01. Donc, notre T01 va être égal à A01 au carré divisé par gamma R. Et donc, de là, ici, on peut extraire, donc on avait 340 au carré. 340 au carré qui multiplie, divisé par 1,4 fois 2, 8, 7. Et donc, ça ici, ça nous donne 287,7. Kelvin. Donc, ça nous donne notre T01. Donc, après ça, donc, on veut avoir notre T03. Donc, T03, donc, on avait déjà l'équation pour le ratio T02 sur T01. Donc, T03 qui est égal à T02. Et T02, on avait déjà dit que ça, c'était égal à T01 plus U2 qui multiplie notre vitesse VU2 actuelle, comme c'est ici, et divisé par CP, comme c'est ici. Donc, on a tout. Est-ce qu'on a tout? Oui, on a notre, ouais, on a tout. En fait, on pourrait même déjà diviser ici par T01. On a déjà notre T01. Donc, on divise cette équation-là par T01. Donc, ça va donner T03 sur T01. Donc, on va avoir notre ratio direct. Donc, ça, c'est égal à 1 plus U2
VU2 actuel divisé par CP T01, comme c'est ici. Et ça, ici, on peut évaluer. Donc, ça fait 1 plus U2, c'était combien? 3,66. Qui multiplie VU2, ça, c'était 2,75. 0,18 qu'on avait, je crois. Le CP, c'était 1004. CP, c'est 1004. Et T01, on vient de le calculer, c'était 287,7. Et donc, c'est ici. Ça nous donne ici 1,349. Donc, le ratio des températures, 1,349. Voilà. OK. Après ça, en D, on nous demande de calculer le nombre de lettres, donc le nombre de lettres que possède le rotor. Donc, basé sur l'information qu'on a, comment on détermine le nombre des lettres. Donc, ici, on est en D. Donc, ici, on va utiliser notre relation qui est un peu empirique, basée sur le facteur de glissement. C'était sigma qui est égal à 1 moins 0,63 pi sur n, où n ici est le nombre des lettres. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement isoler notre n là-dedans. Donc, n est égal à... Oui? J'ai une question par rapport à cette formule empirique. En fait, dans la partie où elle se trouve, c'était plus pour le rotor avec des pales droites, en fait. J'avais un peu hésité à la prendre, mais bon, c'était la seule formule qu'il y avait. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'en principe, il y a des formules qui vont être basées plus sur des résultats expérimentaux. Donc, c'est sûr que plus, si vous faites vos essais expérimentaux, si vous avez une corrélation qui est propre au type de rotor que vous utilisez, vous allez toujours privilégier ça. Ben, ici, comme c'est un exercice un peu plus pédagogique, là, le lien, c'est un peu pour montrer que si vous avez, le but, c'est de savoir un peu l'effet du nombre de dents sur le glissement. Et donc, si, dépendamment du contexte, on est dans un contexte où on connaît le glissement et on veut en extraire le nombre de dents, c'est un peu l'idée générale qu'on veut montrer ici dans un contexte plus pédagogique. Mais c'est ça. Donc, toujours, c'est la seule équation qu'on va voir pour les compresseurs centrifuges. Donc, le glissement en fonction de n. Mais sinon, je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres équations un peu plus précises et en fond peut-être qui vont être à un certain prix, comme ça va être un peu plus complexe. Ça va peut-être dépendre d'autres paramètres. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose de plus précis ou plus adapté à une situation spécifique dans la littérature. Là. Donc, ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, dépendamment des besoins que vous avez, là, vous pouvez trouver quelque chose de mieux que ça. OK, donc ça ici, on avait déjà sigma. Sigma, on l'avait, c'était 0,93. 0,63 fois pi, 1 moins 0,93, hein, il me semble. Je me souviens plus. 9,365. Et ça ici, ça nous donne, donc ça, c'est évidemment, si on n'arrondit pas, ça donnait 31,1. Donc, c'est sûr qu'on va toujours additionner, on va toujours arrondir à l'entier supérieur. Donc, ça donne 32. Mais autre chose aussi, c'est pour éviter la résonance ou des phénomènes de vibration, c'est toujours idéal. Donc, ça dépend de plusieurs critères, mais c'est toujours bien d'avoir un nombre impair. Parce qu'un nombre impair, ça va, si on prend le premier nombre impair, ça va être 33 comme ça ici. Et la raison pour ça, c'est donc ce qu'il faut voir, c'est pas tant du côté du rotor, mais ça peut être aussi c'est plutôt l'assemblage rotor-stator. Donc, si dans le stator, dans le diffuseur, vous avez des aubes fixes,
Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'un orbe de rotor passe à proximité d'un orbe de stator, ça compte comme une perturbation. Donc, si vous vous mettez à la place d'une orbe de stator, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une orbe passe, donc ça crée comme un choc en quelque sorte. La variation du fluide, donc quand il y a un stator, quand il y a une ailette, entre deux ailettes, entre deux ailettes, donc c'est pas le même type d'écoulement que le stator va voir. Et donc, le fait d'avoir des nombres impairs, ça dépend plus d'une analyse dynamique. Là. Ça n'a rien à voir avec la mécanique des fluides ou de la résistance des matériaux. C'est plus une analyse dynamique des modes de vibration. Ça va être privilégié d'avoir des nombres impairs pour un rotor, par exemple. Mais bon, ça souvent, ici, on le fait juste pour un exemple. Des fois, on peut arriver à la conclusion qu'on va avoir un nombre pair et qu'il n'y aura pas de problème de vibration, donc on va le laisser avec un nombre pair. Mais c'était juste un exemple comme ça ici. Donc, vous pouvez arrondir à un nombre impair. Ouais. Donc, ici, il y a toute une grosse discussion qu'on pourrait avoir juste sur l'analyse dynamique. Mais on n'entrera pas nécessairement dans ce détail-là. C'est juste pour vous introduire un concept supplémentaire. Je pense que le contexte dans lequel cet exercice-là avait été développé à l'origine, on a fait peut-être une plus grande discussion sur l'analyse dynamique, mais on a un peu mis ça de côté avec le temps, donc c'est pour ça que je ne vais pas dans plus de détails que ça. Mais encore une fois, si quelqu'un veut avoir plus de détails sur l'analyse dynamique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup à dire. Les analyses de vibration, là, c'est quand même assez complexe. Vous allez en faire déjà de toute façon dans le cours de vibration, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vous allez voir là, ici, toute l'excitation que vous pouvez avoir, c'est dans le rotor en entier, dans l'arbre en entier. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'éviter les vibrations, d'éviter de faire fonctionner les différents éléments mécaniques à leur fréquence fondamentale. Donc, quand tout objet a une fréquence naturelle, une fréquence fondamentale, et puis quand le régime d'opération, par exemple, vous avez une source d'oscillation qui va être liée à la vitesse de rotation, par exemple. Donc, déjà là, ici, vous avez une possibilité d'avoir une certaine résonance basée sur la RPM du rotor. Et après ça, donc, dépendamment des roulements AB que vous avez, dépendamment du nombre de roulements, donc ça peut créer des harmoniques. Et puis après ça, dans l'écoulement, le fait que le nombre de dents entre le rotor et le stator, donc tout ça crée encore d'autres harmoniques. Et puis mis ça tout ensemble fait que des fois, vous pouvez avoir à choisir, à changer le nombre de dents pour éviter des problèmes de résonance. J'ai même vu dans un cas, c'était un problème de résonance qui avait été détecté très, très tard en faisant l'analyse détaillée dans la turbine. Et puis là, évidemment, quand rendu à ce stade-là, on n'a pas la possibilité de changer le nombre de lettres parce que la production, elle est faite. Donc, je pense que c'était même sur le banc d'essai qu'ils s'étaient rendu compte que les orbes du rotor vibraient. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas mille et une solutions. Il faut changer la fréquence naturelle des orbes. Et puis là, pour le faire, ça, c'était un peu assez impressionnant. Donc, il y avait les lettres comme c'est ici, comme c'est ici, comme c'est ici. Et donc, pour changer la fréquence naturelle, donc c'est ici, c'est le hub, ici, c'est ici, ça c'est le hub. La racine, c'est ici, c'est le bout de lettre. Donc, il a fallu couper une partie de l'aube. Et en coupant une partie, ça a changé la répartition de la masse, ça a changé la fréquence naturelle, donc ça a évité les problèmes de vibration, mais ça a affecté l'efficacité, évidemment, de cette ailette-là, pour cet étage-là. C'était le prix à payer parce que le problème de dynamique, de fréquence, aurait entraîné de la fatigue, ça aurait affecté la durée de vie. Et donc là, à ce moment-là, il y avait une pénalité qui était associée à ça, parce que là, maintenant, le moteur en tant que tel ne performait plus comme prévu, mais au moins l'entretien se faisait sans trop de problèmes. Donc, tout ça pour dire que
on arrondit ici au chiffre impair, mais en arrière de tout ça, il y a toute une logique et toute une analyse qui doit être faite. Peut-être qu'on va en parler plus dans la partie de turbine. Mais pour l'instant, on va se conserver, on va se contenter de cette petite arrondi, ce critère-là de dire qu'on préfère avoir un nombre impair. OK. Donc, sur ça complétait le 4.2. 4.2 complété. Donc, on préfère le 4.3. Quand vous ne posez pas beaucoup de questions, ça amène à faire plus d'exercices. C'est peut-être voulu, je ne sais pas. 4.3. 4.3. 4.3. Donc, aussi considérer un compresseur centrifuge ayant les conditions d'entrée 288 Kelvin, 101 kPa et vitesse d'entrée de 150 mètres par seconde. Donc, à la sortie du compresseur, on a la vitesse radiale en 2 qui est la même que la vitesse axiale en 1, soit 150 mètres par seconde. Donc, on a des angles de métal à 20 degrés, un rayon R2, donc ça c'est à la sortie de 0.165 mètres. Le compresseur est conçu pour fonctionner à une rotation de 30 000 RPM avec un glissement de 0.93 et un rendement de 0.72. Bon, on a quelques propriétés de l'air. Donc, le nombre de Mach à l'entrée du compresseur, le nombre de Mach à la sortie du rotor, l'angle de glissement et le rapport de pression de stagnation de l'étage au complet P03 sur P01. OK. Est-ce qu'on me donnait d'autres informations? Non, c'est bon. OK. Donc, ici, juste résumé, donc on a T01, T0, c'est 0. T01 qui est égal à 288 Kelvin. On a P01 qui est égal à 101 kPa. V1 qui est égal à VA1, donc l'écoulement est permaxial, donc ça fait 150 mètres par seconde. On a VM2 qui est égal à VA1, donc 150 mètres par seconde. Quoi d'autre qu'on nous dit? On nous dit bêta 2. Bêta 2, ça c'est donné et 20 degrés. R2. R2, ça c'est égal à 0,165 mètres. Ici, N, comment je le note mon petit N? RPM, on va le noter N majuscule. 33 000, non, 30 000. 30 000 RPM. Sigma pour le glissement, on va mettre ça ici. Donc, le glissement qui est égal à 0,93 et le rendement du compresseur qui est 0,72. Et on a quelques paramètres CP 1004 joules kilogramme Kelvin. On a R qui est égal à 287 joules kilogramme Kelvin. Et quoi d'autre? Gamma qui est égal à 1,4. Donc, le nombre de Mach, donc en A, on nous demande le nombre de Mach à l'entrée. Donc, le nombre de Mach à l'entrée, donc ça, c'est MA, ici, qui va être égal à V1 sur A1, comme ça ici. Donc, on a V1, ça c'est un 150, c'est pas écrit, 150, comme ça. Donc, on a besoin de A1. A1 va être égal à gamma RT1, racine carrée de tout ça. Donc, on connaît gamma, on connaît R, mais on n'a pas T1.
Donc, comment on fait pour trouver T1? Température de stagnation, sa formule. En fait. T01 égale T1 Ouais. plus V1 carré sur 2CP. Excellent, excellent. Donc, nous, on va faire donc température de stagnation moins température dynamique va nous donner la température statique. Donc, T1 va être égal à T01. Donc, la température statique est égale à la température de stagnation moins la température dynamique. Une température dynamique, c'est du V1 carré divisé par 2CP, comme c'est ici. Donc, faites attention à une erreur fréquente, c'est quand vous utilisez cette équation-là. Ici, on est dans un contexte où il n'y a pas de composante, radiale ou tangentielle, mais c'est toujours la norme du vecteur vitesse qu'il faut prendre ici. Donc, ça, c'est l'énergie qui nous intéresse. Donc, on veut avoir l'énergie totale dans le fluide. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le module du vecteur vitesse. Comme ici, je disais, donc on a VA qui est égal à V à 1 parce que VU1 est égal à 0. Mais si VU1 n'était pas égal à 0 et qu'on aurait juste VA1, donc il aurait fallu utiliser Pythagore pour trouver notre V1. Donc ça, c'est vraiment une erreur fréquente. Des fois, les étudiants prennent juste une composante de vitesse, mettent ça dans l'équation ici et ne prennent pas la vitesse absolue. Et justement, Pascal, j'ai une question par rapport à ça. Mais ça va venir à la question 2. Bah, peut-être que je vais laisser jusque-là, en fait. OK. Donc, tout ça, ça nous amène... Donc, on peut passer à l'évaluation numérique de cette équation-là. Donc, on avait 288 multiplié par 150 au carré. Alors, plutôt moins 150 au carré divisé par 2 fois 1004. Donc, 2 fois 1004, comme c'est ici. Et donc, ça ici, ça nous donne 276,8 Kelvin. Donc, maintenant, on est en mesure d'évaluer notre vitesse du son. Donc, ça fait 1,4 multiplié par 2,87 multiplié par 276,8. Voilà. Et donc, ça ici, ça vous donne une vitesse du son de 335,3 mètres par seconde. Voilà. Donc, maintenant que vous avez A1, vous êtes en mesure d'évaluer votre nombre de Mach à l'entrée. Donc, V1, on avait dit que c'était 150, c'était une donnée du problème. Divisé par maintenant ce qu'on vient de calculer, la vitesse du son au point 1, 335,3. Et ça va nous donner 0,447. Voilà. 0,447. Pascal, une question. Oui. Dans la question A, là, pour le point 0,1, là, on peut le considérer comme s'il était juste avant l'entrée du compresseur, c'est ça? Et de ce fait-là, on pourrait écrire la relation isotropique entre 1 et 0,1, c'est ça? Oui, ça. Donc, le point 1, il est à l'entrée du... le point 1 est à l'entrée du compresseur. Le point 1, c'est l'entrée du compresseur. Le point 2, c'est la sortie du compresseur. Ouais. Oui, je parle plutôt du point de stagnation 0,1. Les deux points sont au même endroit. Comment? Le point 1 et le point 0,1, c'est le même endroit. OK. C'est physiquement, là, c'est le même endroit. Là. C'est le même endroit. Les états de stagnation sont toujours au même endroit que l'état réel statique. 0,1, c'est au même endroit que 1. 0,2, c'est au même endroit que 2. Ah, OK. Donc, du coup, ça fait qu'on peut considérer que la situation est isentropique. Exactement. Et c'est même la définition même d'un état de stagnation. Quand on dit quelles sont les propriétés de stagnation, c'est qu'on suppose que le fluide est amené à l'arrêt de façon isentropique sans faire de travail et de façon adiabatique. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser les relations isentropiques pour faire une évolution du point 1 au point 0,1 ou du point 3 au point 0,3.
OK. Donc, ça, c'était pour le point A. Maintenant, le point B. Donc, le nombre de Mach à la sortie du rotor, M2. Donc, un peu similaire. Donc, ici, on va avoir MA2 qui va être égal à V2 sur A2, comme ça ici. Donc, ici, au point 2, là, on va avoir une composante de vitesse radiale et tangentielle. Donc, déjà ici, on sait que V2, donc ça va être la contribution radiale, Vm2 au carré, plus la contribution tangentielle, ou la composante tangentielle, je devrais plutôt dire, donc au carré, et on prend la racine carrée de ce truc-là ici. Donc, VM2, on l'a. Oui. Ouais, en fait, ma question était, en fait, pendant le cours, vous disiez que on était plus tangentiel que radial, en fait. Que la composante tangentielle était, bon, avec les chiffres, on se rend compte de ça, oui. Mais je me suis amusé à voir si l'autre partie pouvait être négligée et tout. Et là, on se rend compte que, bon, je ne sais pas si c'est juste l'exercice ou si dans la pratique, c'est toujours pas aussi négligeable que ça, en fait. Non, c'est ça. Ben, tu te souviens, on avait une petite, on avait distingué un peu, on a fait une discussion sur les deux. On avait dit que le VM2 est toujours important parce que c'est ça qui contribue, c'est ça qui contrôle le débit massique. Hein, si on veut déterminer le débit massique au point 2, il faut toujours prendre VM2. Si on veut prendre le travail qui est fait au compresseur, donc il faut faire la différence entre VU2 et VU1. Donc, les deux ont un rôle très important. On ne peut pas négliger un ou l'autre. Si on néglige, par exemple, VU2, de toute façon, VU2, c'est quand même significatif, mais ça viendrait faire une erreur sur le travail qui est fait au rotor. Et si on vient négliger VM2, ben à ce moment-là, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de débit qui sort du rotor, ce qui est assez problématique. Donc, le VU2, là, on calculait le débit sortant par le point 2. On faisait 2 pi R fois B qui était la hauteur de la dent. Là. Donc, on avait à la sortie ici, là, on appelait ça ici B2, là, cette distance-là ici. Et donc, toute cette surface-là ici du rotor, là, qui est évidemment circulaire. Donc, toute cette surface-là, c'est par là que le fluide sort radialement et tout. Là. Donc, il fallait tenir compte justement de cette surface-là et la vitesse perpendiculaire à cette surface-là, c'était VM2. Donc, le débit qui était sortant ici, là, ça c'est important de bien le voir. Donc, c'était ρ2 V R, donc c'est vitesse radiale VM2, et c'était multiplié par la surface. Et bon, on disait A2 ici, et le A2 ici, c'était 2 pi R2 fois B2. Donc, ça, c'est toujours le VM2 qu'on utilise pour le débit massique. Hein. Donc, il faut pas négliger ou dire VM2 est négligeable. En fait, on a besoin de le connaître pour déterminer le débit massique, là, dépendamment du type de questions, évidemment, qu'on va poser. Là, mais le VM2, on ne va pas dire qu'il est à peu près égal à 0. OK, parfait. Merci. OK. Donc, ça ici, ça nous permettait de calculer V2. Donc, ici, on avait, le problème ici, c'est qu'on n'avait pas VU2. Donc ici, VU2, quand on présente juste VU2 comme ça, c'est que ça sous-entend que c'est l'actuelle, la vitesse actuelle, VU2 comme ça. C'est la même chose que de dire VU2 actuel. Et donc, si on veut ramener ça avec idéal, donc il faut utiliser notre facteur de glissement, VU2 idéal, comme ça ici. Comme ça. Et donc là, à ce moment-là, on se pose la question, quelle est la valeur idéale? Souvent, la valeur idéale, c'est ça qui est le plus facile à calculer parce que souvent,
on va avoir l'angle de pale. On va avoir l'angle de pale. Donc, en ayant l'angle de pale, on peut déterminer c'est quoi notre VU2 idéal. Et puis là, avec d'autres informations du problème, souvent, on peut calculer notre sigma. Donc, on va trouver notre VU2 idéal, on va trouver notre sigma, puis on va trouver notre VU2 actuel. Et avec notre VU2 actuel, on va retrouver notre V2, notre vitesse absolue à la sortie du rotor. OK, donc on procède comme ça. Donc, VU2, prochaine étape, trouvons VU2 idéal. Donc, VU2 idéal. Donc, ça va être U2. V2 moins V M2, comme ça ici. Tangente bêta 2. Ici, U2 va être égal à oméga fois R2. Donc, oméga ici, c'est en radians par seconde. R2, on l'a, donc on va pouvoir trouver notre U2. Donc, U2 est ici. Donc, oméga, on sait qu'on peut le calculer. Donc, c'est 2pi fois 30 000. 30 000 RPM divisé par 60, comme c'est ici. Donc, ça nous donne notre oméga, multiplié par notre R2, 0,165, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, U2 devient, est égal à 518,4 mètres par seconde. Donc, on connaît V2, on connaît U2, on connaît VM2. Donc, on peut tout de suite passer à l'évaluation de VU2 idéal. Donc, VU2 idéal, ça va nous donner notre VU2 idéal. Ça va idéal. Idéal. Donc, c'est ici, c'est égal à 518 moins 150. Tangente de bêta 2, on l'a, c'est 20 degrés, comme c'est ici. Et donc, c'est ici, ça nous donne 463,8 mètres par seconde. Très bien. Donc, ça c'était, oui, 463. Donc, on a on nous a déjà donné notre facteur de glissement qui était 0,93. Donc, à ce moment-là, on peut trouver notre VU2 actuel. Donc, VU2 actuel va être égal à sigma VU2 idéal. Et donc, ça ici, c'est 0,93 multiplié par 463,8. Et donc, notre VU2 actuel va être de 431,3 mètres par seconde. Donc, là, maintenant, on a toutes nos composantes de vitesse. On peut calculer notre V2. Donc, V2 va être égal à 150 au carré plus 431,3 au carré. On prend la racine carrée de tout ça. Et ça nous donne un V2 qui est égal à 456,6 mètres par seconde. 456,6 mètres par seconde. Donc, maintenant qu'on a notre V2, on peut calculer notre vitesse du son. En fait, on va commencer par calculer notre vitesse du son, c'est ça. Donc, notre nombre A2 ici, on a besoin de gamma RT2, comme c'est ici. On fait la racine carrée. Donc, on a juste besoin de trouver T2, parce que le reste, c'est des constantes. Donc, T2, un peu de la façon similaire qu'on a fait tantôt. Donc, T2, la température statique, va être égale à la température de stagnation moins la température dynamique.
Donc, ça, c'est notre V2 carré divisé par 2CP, comme ça ici. OK. Par contre, on ne connaît pas T02. Donc, on connaît V2, on connaît notre CP, mais on ne connaît pas notre T02. Et donc, pour y arriver, on considère le ratio T02 sur T01. On prend l'équation, c'est ça ici, T02 sur T01 qui est égal à 1 plus U2 qui multiplie VU2 actuel. Et ça ici, c'est divisé par notre CP T01. Donc ici, cette équation-là, je répète, là, mais cette équation-là prend pour acquis que notre VU1 est égal à 0. Hein, parce que le travail qui est fait, c'est toujours la différence entre la sortie et l'entrée. Là, ici, on voit juste l'information de l'entrée, parce qu'on suppose de la sortie, on voit juste l'information de la sortie, parce qu'à l'entrée, on suppose qu'on a une vitesse qui est purement axiale. Si ce n'était pas le cas, il faudrait faire la différence entre les deux. La différence de quantité de mouvement angulaire. OK, donc ici, je crois qu'on a tout. Ouais, on a tout, donc on peut passer à l'évaluation. Donc, en fait, on va juste isoler notre T02 là-dedans ici, qui va être égal à T01 plus U2 VU2 actuel divisé par CP. Et donc, ça ici, on a donc T01, ça c'est 288 plus U2 518.36. Ouais, c'est ça, 518.36, merci beaucoup, 0.36. Et après ça, VU2, ça c'était 431,3. Divisé par CP, ça c'était 1004. 1004, voilà. Et donc, ça ici, ça nous donne un T02 de 510,7 Kelvin. OK, donc là, maintenant qu'on a notre T02, donc on peut remettre ça dans l'équation ici. Dans l'équation ici, T02, et on en extrait notre T2. Donc, T2 va être égal à 510,7 moins V2, 456,6 au carré, divisé par 2 fois 1004. Et donc, T2 est égal à 406,8 Kelvin. 406,8 Kelvin. Donc, maintenant, on a notre T2. On peut mettre ça dans l'équation de A2 pour trouver notre vitesse du son au point 2. Donc, ça, c'est 1.4 fois 287 multiplié par 406,8 et on prend la racine carrée de tout ça. Et ça, ici, ça nous donne un A2 qui est égal à 404,31. Bon, on va regarder ça ici comme ça, 0,3 mètres par seconde. Voilà. Ouais, et puis, tout ça, au final, pour dire que MA2 est égal à V2, donc 456,6 divisé par 404,3. Et donc ça ici, on a 1,13, qui est plus vite que la vitesse du son. Bon, ça c'est un exemple, ça ne veut pas forcément dire que c'est les bonnes pratiques. Là, comme je l'ai déjà dit, on cherche toujours à éviter les ondes de choc. Donc, parce que ça fait des vibrations, ça crée du frottement, donc plus de pertes. Mais ça existe des fois, on n'a juste pas le choix. Des fois, il y a des contraintes qui imposent certaines géométries. Donc, ça,
Ça reste qu'au final, ça reste que c'est quand même juste un exemple parmi tant d'autres, un exemple plus pédagogique qu'autre chose. Mais des fois, à cause des contraintes, on n'a pas le choix d'avoir des nombres de Mach plus grands qu'un. OK. Donc, ça ici. Hop. Ça, c'était. Ouais, est-ce que je peux zoomer out? C'était un peu long, lui. Donc, ça, c'était notre question B. Est-ce que vous avez des questions ici sur la question B? OK. Donc, l'angle de glissement alpha R2 moins bêta 2. Donc, ici, on va trouver, on avait déjà quelques informations. On avait que bêta 2 est égal à 20 degrés. OK, donc, ici, c'est la question C. Oups. Question C. L'angle de glissement, donc ça veut dire on cherche à connaître alpha R2 moins bêta 2. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc, en fait, comme je dis, on connaît déjà bêta 2, il faut calculer alpha R2. Donc, on a bêta 2 qui est égal à 20 degrés. Et donc, alpha R2, c'est ce qu'on cherche. Donc, une équation dans laquelle on voit alpha R2, c'est le calcul de VU2 actuel. Donc, si on prend l'équation de VU2 actuelle, donc ça nous donne U2 moins VM2 tangente de alpha R2. De alpha R2, comme c'est ici. En fait, on a tout déjà parce qu'on connaît notre U, on connaît notre VM2 et on connaît V actuel. Donc, on fait juste isoler notre alpha R2 là-dedans ici, alpha R2. Donc, alpha R2, ça c'est égal à tangente moins 1 de U2 moins VU2 actuel. Divisé par VM2. Donc, on a tout. Tangente moins 1 de 518,4 moins 431,3. Et on divise ça par 150. Parfait. Et donc, ça ici, ça donne 30,13 degrés pour alpha R2. Par conséquent, l'angle de glissement, donc alpha R2 moins bêta 2 est égal à 30,13 moins 20. Et donc, ça va nous donner 10,13. 10,13. L'angle de glissement est de 10,13. Donc, il n'y a pas vraiment un symbole pour l'angle de glissement. On le représente comme étant la différence de alpha R2 et de bêta 2. Est-ce que vous avez des questions sur ça ici? Ici. OK. D maintenant, en D. Donc, rapport de pression de stagnation de l'étage complet du compresseur, donc P03 sur P01. Donc, P03 sur P01.
Donc, ça ici, on a pas mal d'informations. Donc, on avait déjà une équation préfabriquée, mais je vous encourage quand même à comprendre d'où elle vient. Donc, vous avez ici 1 plus le rendement du compresseur, T03 moins T01, comme ça ici. Donc, ça, ça inclut une évolution isentropique entre le point 1 et le point 3. Et on a aussi utilisé notre équation des compresseurs, de rendement du compresseur. Et ça, c'est exposant gamma sur gamma sur gamma moins 1. Gamma sur gamma moins 1. Donc, ici, on a tout. On sait que, avant d'aller plus loin, on va juste noter qu'on connaît T03 est égal à T02. Par conséquent, on peut évaluer, donc ça fait 1 plus 0,72 qui multiplie la différence entre 510,68 moins 288, comme ça ici. Et on divise par 288, comme ça ici. Et on a 1,4 divisé par 1,4 moins 1. Et donc, ça ici, ça nous donne 4,71. 4,71. OK. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une équation évolution isentropique. Donc, un ratio de pression qui est égal à un ratio de température exposant gamma moins 1. Et ce ratio de température-là qui est ici, on l'a exprimé en fonction du rendement avec l'équation que vous avez vue pour le rendement d'un compresseur. Donc, voilà. Donc, ici, est-ce qu'il y avait autre chose à dire pour cette question-là? Non. OK. Donc, ça complète le 4.3. Et après ça, on a 4.4. 4.4. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Ouais, il nous reste 30 minutes. Un petit peu plus long, le 4.4. On va avoir le temps de le faire. OK. Donc, ici, un rotor à une vitesse en bout d'aube de sortie de 400 mètres par seconde avec un angle d'écoulement de moins 30 degrés. Donc, vous voyez ici que là, l'inclinaison est différente, l'angle de pale. Donc, la vitesse radiale de sortie de l'air est de V de 100 mètres par seconde, tandis que la vitesse du son de stagnation à l'entrée est de 330 mètres par seconde, en faisant l'hypothèse que l'écoulement à l'entrée du compresseur est purement axial et que l'angle de glissement à la sortie bêta 2 moins alpha R2 est de moins 6 degrés. On demande alors d'évaluer une série de questions ici. Donc, glissement, nombre d'élèves, travail spécifique, rapport de température de stagnation au rotor, les rayons R1, R2, la hauteur des orbes B2. Donc, ça, déjà, ça nous indique qu'il faut faire un bilan massique, de débit massique, et la puissance consommée par le compresseur. Donc, toujours dans les mêmes conditions. Pour le F, ici, c'est important. On demande ici, on peut faire l'hypothèse que la moitié des pertes du compresseur ont lieu dans le rotor et l'autre moitié dans le diffuseur. Donc, ça, on va voir comment gérer ce cas-là. Donc, on nous donne un rendement ici de 80%. Donc, ça veut dire que le 20% de perte, on va le répartir au rotor et au stateur de façon égale. OK. Donc, commençons ici 4.4. 4.4. 4.4.
VU2, celui-là, vous allez m'aider pour le faire, c'est le dernier du TP. Donc, réfléchissez bien comment le faire parce que c'est vous qui vous me dites quoi faire. Pendant ça, j'ai créé les données de l'énoncé ici. Donc, bêta 2 qui est égal à moins 30 degrés. On a VM2 qui est égal à 100 mètres par seconde. A01 qui est égal à 330 mètres par seconde. Alpha R1, alpha R moins bêta R, bêta 2 plutôt. Non, alpha R2, je dévoie. Est égal à moins 6. On a CP qui est égal à 1005 joules kilogramme Kelvin. R qui est égal à 287 joules kilogramme Kelvin. Et gamma qui est égal à 1,4. Good. OK, donc vous me dites comment faire le A. Donc le A, on pose la question facteur de glissement. Donc je veux calculer sigma qui est égal à VU2 actuel sur VU2 idéal. Je vous écoute. Ben, on les calcule les deux selon leur formule classique. U2 moins VM tangente bêta pour l'autre et l'autre tangente alpha R2. OK, excellent. Donc, on va y aller comme ça. Donc, commençons avec VU2 actuel. Actual. Ça, c'est égal à U2 moins VM2 tangente. Ici, comme c'est actuel, ça veut dire qu'on utilise R2, alpha R2. Très bien. Donc, ici, donc B2, bêta 2, on doit trouver. Donc, on va avoir ici bêta 2. C'est plutôt alpha R2 qu'on doit trouver. Ouais, mais avant, il faut trouver, on va trouver ici, ça va nous prendre les deux éventuellement. Donc, bêta 2 moins alpha R2. Oups. Alpha R2, comme c'est ici. Ça, c'est égal à moins 6 degrés, comme ça. Alpha R2. Donc, alpha R2, ça va nous donner bêta plus 6, comme ça ici. Et ça ici, bêta, oups, c'est un bêta 2. Donc, bêta 2, on nous avait déjà dit que c'était moins 30. Donc, moins 30 plus 6. Donc, ça va nous donner moins 24. Donc, moins 24 degrés pour alpha, pour alpha R2. Très bien. S'il te plaît, Pascal? Oui. Non, l'angle de glissement, c'est pas normalement alpha R2 moins bêta 2? Non, ben ici, on a, tu vois, ici, c'est, on l'a pour un forward leaning. Donc, ça veut dire que l'inclinaison est inversée ici. Okay. Donc, tu vois, ça fait que nos angles bêta vont être négatifs. Donc, l'angle bêta 2 va être négatif et l'alpha R2 va être négatif. C'est simplement une convention simplement une convention de signe. OK. D'accord. Merci. Ouais. OK, donc on était rendu ici. Donc, à partir de là, ici, donc on peut évaluer notre VI2 actuel.
Donc, VI2 actuel, ça va donner 400, ouais, ça, 400 moins 100. Donc, ça, c'est VI2 actuel, 400 moins 100, tangente de moins 24. Oups. De moins 24. Et ça ici, ça va nous donner 444,52 mètres par seconde. Comme ça ici. Donc ça ici, c'était VU2 actuel. Comme ça ici. Même chose pour VU2 idéal. Donc VU2 idéal. Donc ça fait U2 moins VM2 tangente bêta 2. Et donc U2, donc comme on l'avait dit, c'est la même chose. Donc 400 moins 100 tangente de, et là bêta 2, c'était moins 30. Comme c'est ici. Et donc ça nous donne 457,74 mètres par seconde. Très bien. Et donc là, ici, notre sigma. Sigma ici va nous donner 444,5 divisé par 457,7. Et ça ici, ça nous donne 0,97. OK. Donc ça, c'était pour la question A. Maintenant, la question B, nombre des lettres. Question B. Question B. Donc, on a notre facteur de glissement qui est égal à 1 moins 0,63 pi sur n, où n est mon nombre des lettres. Donc, n est égal à 0,63 pi divisé par 1 moins sigma. Et donc là, vous allez trouver ici 0,63 pi divisé par 1 moins 0,97. Et donc là, ici, vous trouvez 65,97. Et puis là, ici, on se contente juste d'arrondir à 66. Oups. Voilà. Comme c'est ici. Pourquoi on ne va pas à 67? Ben, non, comme je vous ai dit, c'était plus un commentaire que je faisais comme ça plutôt qu'une procédure formelle ou qu'une approche systématique. Comme je vous dis, c'est vraiment, habituellement, c'est vraiment quand on fait parce que ça se design par itération, et puis par itération, entre deux itérations, on fait des analyses dynamiques et ainsi de suite. Donc, c'est quand il y a des problèmes de vibration, on peut jouer un peu, augmenter ou réduire le nombre des lettres de 1. Mais ce n'est pas nécessairement systématique. On ne va pas toujours rejeter des nombres d'aubes pairs. C'est juste si on a des problèmes de vibration, ça va être c'est un des facteurs qui nous permet d'éviter ou d'éviter des problèmes de vibration. Mais ce n'est pas un automatisme. OK, c'est bon. Merci. Donc, après ça, on est à C. Donc, le travail spécifique du rotor, donc ça, on avait dit que c'était W. Donc, W va être égal, encore une fois, ici, on dit qu'on est un écoulement qui est purement axial, donc pas de composante, pas de quantité de mouvement angulaire à l'entrée du moteur, donc à l'entrée du compresseur. Donc, VU2 actuel, comme ça ici. Et donc, ça me donne 400 multiplié par 444,5.
Et ça ici, ça va nous donner 177,8 kJ par kilogramme. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était C. Après ça, en D. Donc, en D, on nous demande le rapport de température de stagnation T02 sur T01. Donc, T02 sur T01. Donc, T02 sur T01. Et donc, ça ici, ça nous donne 1 plus U au carré, donc U2 au carré, divisé par CP T01, comme ça ici. Et après ça, on a VU2, comme ça, actuel. Donc ça, on l'avait un peu présenté de cette façon-là en classe pour mettre en évidence le ratio vitesse tangentielle sur U2, comme ça ici. Donc ça, évidemment, on peut le ramener sur une forme un peu plus simple à manipuler. Donc, U2 multiplié par VU2 actuel. Alors, des fois, je marque actuel en acronyme, c'est la même chose. Voilà, VU2 comme ça ici, divisé par CP T01. Donc, ça revient exactement au même. Et donc là, ici, on peut faire notre évaluation numérique. Non, pas tout de suite, parce qu'on n'a pas T01. On n'a pas T01, donc on va attendre un peu. Donc, T01, on va l'extraire à partir de la vitesse du son. Donc, à partir de A01, comme ça, gamma R T0, oups, T01. Voilà. Donc, on peut extraire notre T01 qui va être égal à A au carré divisé par gamma R. Voilà, A au carré divisé par gamma R, ça nous donne T01. Et ici, maintenant, on peut calculer notre T01. Donc, c'est 330 au carré divisé par 287. 287 qui multiplie 1,4 pour gamma. Voilà, et donc ça ici, ça nous donne 271 Kelvin. 271 Kelvin. Maintenant, on peut calculer notre T0. En fait, on a T01, donc on peut venir évaluer notre ratio T02 sur T01. OK, donc T02 sur T01, c'est égal à 1 plus U2, qui est 400, multiplié par VU2 actuel, qui est 444,5, divisé par CP, 1004, non, ici on utilise 1005, et T01, qui est 271, comme ça ici. Et donc ça nous donne un ratio de 1,653. 1,653. Très bien. OK, à partir de là, ici, ça, on a fait le D. Après ça, ici, en E. Donc, en E, ici, la question est un petit peu plus longue. Donc, le rayon à la racine RT1 et au bout le rayon à la racine R1 et au bout RT1. Donc, c'est comme la base et l'extrémité de l'aube à l'entrée du rotor. Sachant que l'écoulement est purement axial, donc V1 est égal à Vm2. Que la pression de stagnation de P01 qui est égale à 80 kPa. On a un débit massique de 6 kg/s.
et qu'elle est à une géométrie telle que RT1 plus RR1 divisé par RT1 est égal à 0,5. Donc, ça nous donne un peu un rapport de un rayon moyen pour notre entrée. Voilà, OK, on va continuer avec ça. Donc, c'est ici avec ça, c'est un E. Voilà. OK, donc à l'entrée, on a le débit massique. En fait, je vais réécrire parce qu'on a de la nouvelle information ici. Donc, 6 kg seconde. Quoi d'autre qu'on sait? T01 est égal à 80 kPa. RR1, bon, ça c'est là, RR1 plus RT1 sur 2 est égal, sur RR1 plutôt, sur R, c'est quoi ça marquait? RT1. Ça c'est égal à 0,5. Et on a précisé que, VA1 est égal à VM2. Voilà, et voilà, on a tout. Donc, le débit massique à l'entrée, donc c'est ρ1, VA1 et A1 qui est la surface circulaire. Donc, on rentre par une surface circulaire, mais là, c'est comme on doit. La surface A1, c'est le cercle engendré par RT1, soustrait du cercle généré par R1. Donc, ici, A1 va être égal à pi R T1 au carré moins R1 au carré, comme ça ici. On sait que 1 plus l'autre, RT1 moins R. Est-ce que je l'ai bien marqué ici? Hein? J'ai fait une erreur. Vous ne m'avez pas dit. C'est RR1 moins RT1. En fait, non, je me suis vraiment... C'est RT1. J'ai tout mal écrit ici, vous ne m'avez rien dit. C'est RT1 moins RR1 divisé par RT1 qui est égal à 0,5. Voilà. OK. Donc, à partir de là ici, on peut manipuler un peu algébriquement ces équations-là ici. Et vous avez RT1 moins RR1 qui est égal à 0,5 RT1, comme ça ici. Et ça nous amène à dire que R1 est égal à 0,5 RT1, comme ça ici. Donc, ça va nous permettre de tout réécrire ça ici en fonction de RT1. Donc, vous avez A1. Si vous substituez dans tout ça et que vous simplifiez, ça va vous donner 0,75 pi RT1 au carré, comme ça ici. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Maintenant, si on veut passer à ρ1, donc ça ici, il ne faut jamais oublier l'équation des gaz parfaits, c'est toujours pratique. Donc, P est égal à ρRT. Ici, donc, ça nous donne ρ1 va être égal à P1 sur RT1. Donc, on connaît pas encore P1. On ne connaît pas T1. Donc, trouvons T1 pour commencer. Donc, on a T1 va être égal à T01 moins V1
carré divisé par 2CP. Et on sait que V1 est égal à VA1 qui est égal à 100 mètres par seconde. 100 mètres par seconde. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut passer tout de suite à l'évaluation de T1. Ça veut dire que c'est 271 moins 100 au carré, divisé par 2 fois, ici on utilise 1005, comme ça. Et ça nous donne un T1 qui est égal à 266. Donc, je vais l'écrire ici pour sauver un peu d'espace. 266. Donc, maintenant, je connais mon T1. Il me reste mon P1 à déterminer. Donc, P1, je vais faire une évolution isentropique de 1 à 0,1. Donc, P01 sur P1 comme c'est ici. Donc, ça, c'est égal à T01 sur T1, comme c'est ici, avec notre exposant ici. Et on a déjà tout pour évaluer P1. Donc, ça ici, ça nous donne 80 sur P1 qui va être égal à 271 divisé par 266. Exposant 1.4 sur 1.4 moins 1. Et donc, c'est ici, on peut isoler et ça nous donne P1 qui est égal à 74,95 kPa. Excuse-moi, Pascal. Ouais. Ouais, je veux savoir, dans la relation que tu as fait RT1 moins RR1 est égal à 0.5 RT1, il y a un RT1 qui est disparu ou j'ai juste mal compris? Non, ben ça ici, j'ai substitué lui dans lui. Ouais, c'est ça, mais avec l'autre équation juste au-dessus. Normalement, il y a un RT1 qui est disparu ou j'ai manqué un bout? Ben, le RT1 est ici. Ouais, puis il y en a un de l'autre côté? Non. Ben, j'ai pris cette équation-là ici. Ouais. Tu multiplies cette équation-là par RT1. Ouais. OK. Fait que ça se simplifie. Tu simplifies le RT1 ici, puis il y a un RT1 qui apparaît de l'autre côté. OK. C'est tout. OK, mais... C'est d'ici à ici, puis après ça, d'ici à ici. OK, parfait. Mais là, justement où tu viens de pointer, là, il y a un RT1 qui est supposé aller de l'autre côté, non? Si tu veux avoir RR1 est égal à 0.5 RT1 plus RT1? Ben là, tu as un RT1 ici, tu as un RT1 ici, tu peux les soustraire. Dans lequel endroit, j'ai pas vu la souris. Tu as RT1 ici. Ça, c'est comme l'équivalent de 1 RT1. Ouais. C'est ça. 1 RT1. Puis après ça, ben, tu mets de l'autre côté. Lui, tu mets de l'autre côté, ça fait ton RT1. Y a-tu un erreur d'algèbre là-dedans ou? Non, c'est correct. OK, bah... OK, je vais laisser comme ça, je vais regarder plus tard, c'est bon. OK. En fait, ça fait 1 moins 0,5, hein, qui donne encore 0,5. Ouais, c'est ça, parce que tu as 1 puis tu as 1.5. Donc 1 moins 1.5, ça fait 0.5. Puis de l'autre côté, tu as RR1. J'ai juste mis... tu mets lui ici de l'autre côté de l'équation, tu mets lui de l'autre côté de l'équation, puis tu mets toutes les RT1 d'un côté, tu mets les RR1 de l'autre côté, et tu vas arriver à ça ici. Là, ça fait un peu barbouille, là, mais... OK, on peut continuer, je reviendrai plus tard. OK. OK. Oups, je vais revenir ici. Comme ça. Donc, c'est ici, j'étais ici, donc j'avais mon P1, donc le P1 qui était égal à 74,95 kPa. OK, donc à partir de là ici, donc j'ai mon T1, j'ai mon P1, donc je peux trouver mon ρ1. Donc, je vais venir évaluer ρ1. Donc, ρ1, ça me donne 266 divisé par 287. T1, c'est 266. Oups, est-ce que j'ai mal marqué? Non, T1, P1. Ouais, non, attendez, j'ai marqué un peu n'importe quoi ici. P1, c'est 74,95.
divisé par R, divisé par T1. T1, c'est 2, c'est 6. 2, c'est 6, comme ça ici. Ça, c'est un 6. Donc, c'est ici. Et il ne faut pas oublier, hein, c'est fois 10 à la 3. C'est 10 à la 3. 2, c'est ça. Et après ça, ça va nous donner 0,982 kg par mètre cube. Voilà. OK. Donc, ça me donne notre taux 1. Et après ça, ici, donc, on va avoir, si on veut, le débit massique. Hein, on revient avec notre débit massique qui est égal à ρ1, V1, ou en fait, VA1 qu'on devrait marquer ici, VA1, qui multiplie cette fois-ci notre surface. Et la surface, on l'avait exprimée en fonction de RT1, 0,75. Et ça, c'est pi R T1, comme c'est ici au carré. Parfait. Donc là, ici, on peut tout simplement venir isoler notre RT1. En fait, notre RT1, ici, on peut le trouver parce qu'on connaissait notre débit massique qui est égal à 6. Ouais, on connaît notre débit massique qui est égal à 6. Donc, on peut isoler notre RT1 là-dedans. Donc, ça ici, ça nous faisait, si je réécris tout simplement RT1, on isole RT1 ici. RT1. Débit massique divisé par ρ1 VA1 0,75 pi, comme c'est ici. Donc, on prend la racine carrée de tout ça. On a tout ce qu'il faut pour faire l'évaluation numérique. Donc, ça fait 6 divisé par 0,982. C'est un 0. Multiplié par 100. C'était la valeur de VA1. Et multiplié par 0,75 pi. Et ça ici, ça nous donne 0,161 mètres. OK. Et là, par la suite, pour trouver notre R1, on sait que ça, c'est égal à 0,5 RT1. Donc là, ici, on fait simplement 0,5 multiplié par 0,161. Et donc ça, ça va donner 0,08. 0,081 mètres. Voilà. Comme c'est ici. Voilà. Parfait. Donc, ça ici, c'était, en fait, on nous demandait, ça c'était la question E. Donc, le rayon à la racine RR1 et au bout RT1. Blablabla. Donc, on a répondu à la question. Le F et G, on fera ça, on le fera jeudi, on le fera jeudi matin. On complétera l'exercice. Donc, il nous reste juste 4 minutes. Peut-être que c'est justement assez pour vous laisser poser des questions. Questions, commentaires sur cet exercice-là ou ceux d'avant? Tout est beau, tout est clair? Parfait. Donc, OK. Je suis toujours un peu sceptique quand vous posez moins de questions, là, à savoir si je vous ai perdu ou pas. Donc, ça va très bien. Ça va très bien? OK, excellent. Donc, sur ce, donc, je vais quand même rester peut-être un peu 5 minutes là, si vous avez des questions à un que vous voulez poser. Donc, n'hésitez pas. Sinon, pour les autres, je vous souhaite bon après-midi et on se revoit jeudi matin. Merci, à jeudi. Merci, bonne soirée. Merci. Bye.